Après cette ouverture, nous allons donc entamer la partie scientifique de notre colloque, après avoir remercié la ministre de ce geste symbolique très fort qui nous met effectivement dans l'ambiance et dans le contexte de ce dont nous allons parler. Et donc nous appelons la première table ronde. Notre ami Pierre reste en tant que président de séance. Et donc nous appelons Denis, Madame Astrid Gatamian, Madame Renée Poznanski et Monsieur Thomas Fontaine. On leur laisse combien de temps? Alors c'est un quart d'heure par personne. Un quart d'heure par personne. Tu es sauvage. Voilà. Pierre me connaît, donc ça va être compliqué. Oui, oui, mais comme je te connais, je vais être dur aussi. Bien, je dois dire que là, je pense à mes amis Jean Darac, Alain Simonet, Alexandre Studeni-Singer, Claudie Bastille Lederman. Et je pense à Georges Dufault, tous qui ont combattu pour que soit reconnu à ces étrangers oubliés le statut de mort pour la France. Et on va faire un peu d'égo-histoire. J'ai découvert à cette occasion que l'un des responsables du réseau de mes parents n'était pas encore mort pour la France alors qu'exécuté au Mont-Valérien, et qu'un autre, le bras droit de Robert Beck, attend ce statut, enfin attend. Il s'est jeté du 5e étage de la Gestapo en 1942. Mais là, parlons histoire. Parlons résistance. Alors, je vais vous proposer un cadrage vraiment à grands traits pour permettre à mes collègues particulièrement compétents sur ces sujets de livrer leurs analyses. Alors, simplement, faisons un tableau juste avant la guerre, avec des chronologies différentes, de vastes bouleversements. Si on prend le recensement pour vous donner une idée, le recensement de 1936, les trois plus grandes composantes de l'immigration en France sont les Italiens, entre 800 000 et 1 million, puisqu'il y a aussi ceux qui le sont officieusement, on va dire. On a à peu près 500 000 Polonais, on a 250 000 Espagnols, on a quelques dizaines de milliers de réfugiés allemands, autrichiens, d'Europe centrale. Donc voilà ce qui fait ce monde de l'immigration en France, avec des origines complexes qui expliquent aussi des attitudes différentes. Effectivement, vous avez toute une composante dans les années 20 qui, dans la suite de la Première Guerre mondiale et du besoin énorme de main-d'œuvre qu'il y avait, vont venir en France, en particulier des Polonais et des Italiens. Et déjà dans les années 20, vous avez une composante politique, de réfugiés politiques qui fuient les régimes autoritaires, et en particulier évidemment l'Italie fasciste. Et puis, dans les années 30, deuxième moment, l'instauration du régime autoritaire, le nazisme bien entendu, les immigrés qui arrivent massivement, les réfugiés d'Allemagne et bientôt de l'Autriche annexée, et dans un contexte qui va être complètement bouleversé avec simplement trois moments que je veux signaler. Le Front populaire qui va être un extraordinaire creuset pour ces hommes et ces femmes comme une sorte de vecteur d'intégration dans la société française, un vecteur accéléré. Je pense à l'exil des républicains espagnols en février 1939, et on y reviendra évidemment plus longuement. Républicains espagnols, volontaires des brigades internationales qui vont se trouver par centaines de milliers dans des camps d'internement, et nombre d'entre eux vont se retrouver dans la résistance. Je pense aussi au contexte de la fin des années 30, à ce que mon ami Pierre Laborie
et sur lesquels on a travaillé ensemble, appelait la crise d'identité nationale, la perte des repères, l'atomisation de la société, le repli sur soi, le rejet de l'autre, et dans une sorte de système de représentation marqué par la xénophobie, l'antisémitisme, l'anticommunisme et le pacifisme. C'est ça l'atmosphère de 1938 et 1939. C'est ça qui explique évidemment la fragilisation de ces étrangers et en particulier les réfugiés politiques. Et il rentre ainsi dans le maelstrom de la guerre. Et dans cette guerre, l'occupation, dans la mise en place d'un régime autoritaire, l'État français, le régime de Vichy, donc évidemment, le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon, dans la perspective, nouvelle perspective du régime révolution nationale, comme vous le savez, du régime de Vichy, étaient considérés comme les responsables de la défaite. Et donc, la solution ne passait pas évidemment par l'opposition à l'Allemagne, puisqu'il y avait choix de la collaboration, mais par la dénonciation de ceux qui étaient considérés comme responsables de cette forme de délitement de la société française depuis la Révolution française. Voilà le discours officiel du régime de Vichy. Et évidemment, ça allait fragiliser ces juifs, ces communistes, ces étrangers. Évidemment qu'en fonction des objectifs aussi des Allemands, les combattants allaient être en première ligne, puisque dans ces premières années, de 1940 à 1942, les Allemands avaient deux objectifs. Assurer la ponction des richesses du pays occupé, le plus riche de tous les pays occupés, et puis assurer la sécurité des troupes d'occupation et d'empêcher toute forme de résistance en s'appuyant sur le relais de la police française qui était autrement plus efficace, bien entendu. Résultat, une fragilisation que va bien sûr entretenir le double pacte germano-soviétique entre 1939 et 1941 pour les militants communistes, même si l'expérience antifasciste et antinazie en font pour les étrangers un groupe moins sensible à ce retournement stratégique, mais ô combien, comme pour les militants français, la rupture du pacte en juin 1941 a été perçue comme un soulagement. En tout cas, vous comprenez bien, dans la présentation très rapide de l'État français et de forces d'occupation, qu'il est impossible de penser la résistance en général et celle des étrangers en particulier sans prendre en compte le dispositif répressif. Un exemple, eh bien, vous l'avez avec Missak Manouchian, un exemple de collaboration en 3 filatures entre janvier 1943 et novembre 1943. La MOI, la main-d'œuvre émigrée d'obédience communiste, et les FTP-MOI, la branche militaire que donc va diriger Manouchian entre août et novembre 1943. Donc, entre janvier et novembre, 3 filatures vont être organisées par les brigades spéciales des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. Donc voilà des combattants étrangers qui se battent pour, entre autres, la libération du territoire national et qui sont filés, arrêtés, torturés par des policiers français qui travaillent au service de l'occupant allemand. Une forme de chiasme qui, pour moi, est au cœur même de l'histoire de cette résistance. Et en même temps, combien sont ces résistants? Évidemment, on le sait, et on l'a dit en travaillant sur différentes composantes de cette résistance étrangère, les étrangers sont surreprésentés dans la résistance, et ils le sont, on le sait bien, et on en parle là, dans ce contexte si exceptionnel, parmi les fusillés du Mont-Valérien. Ils sont surreprésentés, et en même temps, gardons à l'esprit qu'il reste malgré tout une minorité parmi les étrangers. Parce que, bon, évidemment, on sait bien que la résistance est restée longtemps et toujours le fait d'une minorité qui a accru avec les années. Alors, dans quelle structure combattent-ils?
dans des mouvements ou des réseaux français, on l'oublie souvent, dans des mouvements ou des partis nationaux, je pense au PC espagnol ou bien au POVN, la structure polonaise qui regroupe des Polonais non communistes, j'allais dire même anticommunistes, et qui vont avoir un rôle très important dans le renseignement avant le débarquement, dans des structures transversales, et c'est l'exemple de la main-d'œuvre immigrée. Donc restons sur le cas du groupe dont Missak Manouchian est le chef militaire. Les deux principales composantes de ce groupe, ce sont les Juifs et les Italiens en nombre. Mais aussi, on peut penser à la France libre, bien entendu, où ces étrangers furent si nombreux, et on sait que les premiers chars à rentrer dans Paris libéré sont des chars qui ont des noms espagnols, parce que c'est un groupe d'Espagnols, de républicains espagnols, qui avaient rejoint la 2e DB en Algérie et qui ont fait toute la campagne de France. Alors, les formes de leur combat aussi, la politique, on l'oublie souvent, les tracts, les journaux qu'on imprime et qu'on distribue, le renseignement, la guérilla urbaine, l'armée régulière, le sauvetage des Juifs, le sauvetage aussi des parachutistes britanniques qu'il faut accompagner jusqu'à la frontière espagnole pour qu'ils retournent en Angleterre. Alors, quelles sont leurs motivations? Beaucoup sont juifs, d'autres pas. Beaucoup sont communistes ou ne le sont pas, gaullistes, espagnols, polonais. Et la France dans tout cela? Et quelle France? Alors toutes ces questions vont être évidemment évoquées par mes collègues. Alors gardons simplement en tête cette diversité. Mais gardons tout autant l'idée centrale que l'anachronisme a conduit trop souvent à mal interpréter les itinéraires et les engagements des uns et des autres. Gardons en tête que dans ces temps, dans ces moments si singuliers de la guerre, s'est imposée une forme de convergence identitaire. Merci.